Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... C'est pas qu'il se trompe pas de débat, c'est qu'il y a une vision politique derrière. Il y a une vision politique derrière qui est relativement assumée et qu'on retrouve en fait, c'est-à-dire que le débat sur les retraites. Alors bon, la réforme des retraites, ça fait longtemps effectivement que les gouvernements successifs veulent la mettre en place. Mais la spécificité en fait du débat sur les retraites tel qu'il est porté par le gouvernement actuel, en fait, s'inscrit dans un contexte politique et géopolitique très particulier, qui est celui de la transition, d'accord ? Et en fait, dans la tête, ça je l'ai expliqué sur d'autres antennes, mais dans la tête effectivement du gouvernement, enfin de Macron, de son gouvernement et des intellectuels proches du pouvoir, il y a quelque chose qui est assumé, c'est l'idée que en fait la transition écologique et énergétique qui nous est imposée de manière technocratique, elle s'accompagne d'une manière générale par ce qu'on va appeler un changement de régime. C'est-à-dire que à partir du moment où effectivement la société de consommation et le process d'industrialisation des Trente Glorieuses ne reviendra pas et qu'il faut réinventer un nouveau monde où il y a un process d'industrialisation à mettre en place sur la base d'énergies nouvelles dont on ne sait pas encore lesquelles elles seront, la crise de l'énergie, confère la crise de l'énergie, tout ça s'accompagne effectivement d'une incertitude sur la possibilité de poser des droits sociaux qui sont équivalents au modèle qu'on est en train d'inventer. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a eu, d'un point de vue sociétal et politique, il y a une réflexion prospective et politique, mais là, on a l'impression qu'en fait, ce gouvernement prend la question d'une espèce ou impose une espèce de décroissance forcée à la population française, qui se traduit par vous arrêtez de prendre votre voiture, vous consommez moins d'essence et donc on augmente le prix de l'essence ou on laisse faire. Dans le même temps, on vous coupe un certain nombre de droits sociaux, la retraite, les APL, les droits à la CAF, etc., ou en tout cas on diminue. C'est-à-dire on coupe de surcroît les droits sociaux qui en fait sont fondamentaux pour les personnes les plus précaires dans la société française. Et moi, enfin, quand je dis ça, vraiment, ce que j'ai en tête, c'est aussi l'abbé Pierre en 46, quoi. Je veux dire, qui s'insurge contre le fait de voir des gens qui normalement ne devraient pas être dans la rue se retrouver dans la rue avec des gosses, quoi. Enfin, on est dans une situation proprement insupportable, et moi, je trouve vraiment insupportable que le gouvernement l'entende pas. En tout cas, ce changement de régime s'accompagne d'un processus de déclassement de l'ensemble de la société française. Mais en même temps, confère tout le débat, par exemple, qu'on a eu dernièrement sur la question de l'énergie. Est-ce qu'on va vers le nucléaire ou vers l'éolien ou etc. Et puis les revirements de situation en 10 mois montrent en fait qu'il n'y a aucune perspective politique qui a été pensée sur le long terme. Et c'est extrêmement inquiétant. Et moi qui travaille un petit peu sur ces questions d'énergie, en tout cas sur la question de la socialisation de l'énergie dans des pays en Afrique de l'Est, parce que c'est ça mon cœur de métier, ça m'interroge parce que en fait ça veut dire qu'il y a eu aussi aucun grand programme de recherche lancé, alors que depuis 20 ans, on sait qu'on doit sortir des énergies fossiles. Et que l'énergie, c'est le cœur qui fait fonctionner la société. Donc, en fait, ce gouvernement est dans une situation d'impasse. Il est dans une situation d'impasse parce que les choses n'ont pas été anticipées et parce que lui-même ne les a pas pensées. Et il suffit pas de décréter révolution, ce qui a été le premier mot d'ordre de Macron pour se faire élire, pour effectivement faire une révolution dans la société française. Là, en fait, on est dans un changement de régime dont on perçoit de plus en plus que il est organisé par des groupes ou des coalitions d'intérêts privés, ou en tout cas des coalitions d'intérêts, on va dire ça comme ça. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez toute la littérature sur le néolibéralisme, moi je peux vous citer des exemples pour le coup kényans,
En fait, c'est typique du néolibéralisme et des politiques néolibérales. C'est-à-dire qu'en fait, l'État est mis sous la coupe de coalitions d'intérêts privés, et c'est eux qui organisent le destin politique, mais sans penser la question de la longue durée. Il est au service de ces coalitions d'intérêts. Il est au service de ces coalitions d'intérêts. Ça peut être des grandes fortunes, ce qui manifestement est le cas, parce que quand on regarde les écarts de richesse en France, c'est quand même, on est sur des ratios qui vont de plus de 1 à 10 maintenant. Donc c'est totalement, on est dans une situation totalement aberrante. Mais en fait, ces coalitions d'intérêts, elles nouent à la fois des intérêts politiques, ou des groupes politiques, des groupes économiques, et ça fonctionne ensemble, quoi. Voilà. Le seul problème, en fait, c'est que la coalition d'intérêts, elle représente pas l'intérêt collectif, l'intérêt général. Or, tout le système français est fondé sur la défense de l'intérêt général. Et là, on voit bien que, encore une fois, la réforme des retraites qui nous est présentée, elle défend pas du tout l'intérêt général. Elle défend les visions d'une coalition d'intérêts, et en particulier, on le voit très bien, la crispation qui est celle du gouvernement sur le fait qu'on peut aussi faire participer les plus riches au financement des retraites. Là-dessus, il y a absolument un accusé de non-recevoir, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la porte est fermée, et c'est une question qui ne se discutera pas. D'où ce gouvernement qui tape sur les plus pauvres, encore une fois, les APL, la CAF, tous les droits sociaux qui permettent aux gens non plus de vivre, mais en fait d'être dans des situations de survie. Moi, comme j'ai accompagné les Gilets jaunes, et que en plus j'ai mené des recherches qui ont été publiées là-dessus, j'ai beaucoup travaillé dans l'Oise, et dans des villes comme Amiens, Beauvais, etc., les gens que j'ai rencontrés en sont pas à vivre, ils en sont à une politique de la survie. Le gouvernement actuellement, je veux dire, soit il a pas saisi, soit il a saisi, et à mon avis, il a saisi, qu'en fait, sa réforme de retraite, elle s'inscrit dans un dispositif général qui vise à organiser cette politique de la survie. Et je pense qu'une partie de la réaction, on va dire, inconsciente de la société française sur cette réforme de retraite, elle vient de ça. C'est à la fois la question de la réduction des droits sociaux qui permettait à tous les gens qui sont sur des franges hors travail, c'est-à-dire à la limite dans des situations de précarité, ou qui se retrouvent dans des situations de hors travail, de pouvoir survivre. Alors c'est vrai que les années 80 ont été marquées par toute une série de dispositifs qui vont du RMI au RSA, etc., et qui permettaient effectivement à des gens qui sont hors de l'emploi en tout cas d'organiser un petit peu leur propre survie. Là, c'est ça qu'on coupe aujourd'hui. Voilà. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que il y a eu récemment, prenons un autre exemple, des luttes qui ont été menées sur la question salariale, notamment dans le secteur de l'énergie. On se rappelle des grèves il y a 2-3 mois sur ces questions-là. Pourquoi ces luttes sur la question de l'augmentation des salaires sont menées? Parce que les gens, en fait, ont bien compris et ont anticipé que le système de retraite par répartition risque de disparaître, et que s'ils n'ont pas un peu plus de salaire pour capitaliser, ils pourront pas capitaliser. Donc, en fait, l'avenir, les jours heureux que doivent être la retraite, en fait, sont pas du tout assurés. Et donc, ça veut dire que la situation des retraités, qui l'est déjà, enfin, je veux dire, quand on voit la situation d'un certain nombre de retraités qui sont des retraités classe moyenne aujourd'hui, ces gens-là sont complètement déclassés et sont déjà dans une politique de la survie. C'est ça l'horizon, en fait, qui se dessine. Et ce gouvernement, en fait, ne fait qu'aménager cette politique de la survie, comme si, en fait, on pouvait s'en satisfaire avec aucune promesse d'emploi à la clé. Je veux dire, aujourd'hui, la situation de l'emploi en France, elle est absolument catastrophique, contrairement à tous les chiffres qu'on entend, mais dont on sait très bien aussi comment ils sont trafiqués. Je veux dire, les radiations sur les listes de Pôle emploi, etc., on sait ce que c'est, quoi. Donc à un moment donné, voilà, on est
on est cette réforme, elle semble être structurelle. En réalité, elle ne l'est pas, quoi. C'est juste un petit pion qui est avancé et qui permet d'organiser progressivement le démantèlement de tout l'appareil de l'État, de tout le système de protection sociale. Alors, ne parlons pas du welfare state parce que ça fait longtemps qu'il n'existe plus en France. Enfin, l'État protecteur, quoi, protecteur au sens de la protection sociale. Mais c'est bel et bien tout ça. Et ça, dans la société française, ça s'accompagne aussi d'une dissolution de la solidarité en fait entre les Français, parce que qu'est-ce qui organisait cette protection sociale? C'était le principe de solidarité entre les générations et entre les Français, d'accord. Aujourd'hui, on voit bien, enfin c'est très clair que le gouvernement n'a cessé, ce gouvernement depuis 2 mandats n'a cessé de diviser les Français. Le discours, enfin je veux dire avec un certain nombre de collègues. Combien de fois on s'est retrouvé dans des situations, je dis bien de sidération, sur des propos qui sont tenus par des membres du gouvernement. De sidération, parce que au lieu d'apaiser des situations, au lieu d'essayer de construire du dialogue, en permanence, on a l'impression qu'ils mettent l'huile sur le feu et au fond, ils souhaitent organiser une situation de, je sais pas, d'insurrection permanente, etc., quoi. C'est aussi une des caractéristiques du néolibéralisme, que justement de dissoudre les solidarités, d'opposer les gens les uns aux autres sur des bases individuelles, et surtout de faire comprendre que la victime porte la responsabilité individuelle d'être victime. Et il y a un travail de culpabilisation qui se fait, qui est insidieux. Et en fait, il y a une intention dans cette manière de faire. C'est effectivement de faire en sorte que les Français ne soient pas solidaires les uns avec les autres. Et encore une fois, ça fait partie des choses qui m'ont marqué et et pour lesquelles j'ai accompagné les Gilets jaunes. C'est que le mouvement des Gilets jaunes a posé comme principe fondateur la fraternité. Il y avait en novembre 2018, à plusieurs reprises, une banderole, une des seules banderoles qu'on voyait sur le rond-point des Champs-Élysées d'ailleurs, c'était « Nous avons retrouvé la fraternité, maintenant on vient reprendre la liberté et l'égalité ». Et en fait, ce principe de fraternité, il dit tout de la nécessité de reconstruire du lien social pour ensuite penser et essayer d'organiser un projet politique. J'en parlais l'autre jour avec Fawzi Lelouch. Il disait, en fait, le problème, c'est qu'on a réussi à reconstruire des fraternités, mais qu'on n'a pas été capable, effectivement, d'aller au-delà et de penser ou d'imaginer un futur politique qu'on puisse opposer ou construire comme une alternative à ce qui nous est proposé. Ça a été un peu la limite des Gilets jaunes. Et pourtant, il y a eu beaucoup de victoires, faut pas croire. Il n'y a pas d'alternative qui a émergé. Et je pense que c'est une des grosses difficultés de la société française. Je pense que ce qui a bloqué, c'est que très vite, en fait, les appartenances politiques classiques et idéologiques ont refait surface. Par exemple, dans le mouvement des Gilets jaunes, on avait des gens d'extrême droite et d'extrême gauche, et que effectivement, il y a des réflexes idéologiques qui n'ont pas pu être partagés et qui ont empêché effectivement de penser un politique au-delà des logiques partidaires. Je prends la question de l'État. Il y a une partie des Gilets jaunes qui à un moment donné a réclamé la disparition de l'État. Mais c'était pas le point de vue de tout le monde en fait, voilà. Et c'était pas le point de vue de tout le monde parce que s'il y a plus d'État, vous organisez comment la répartition sociale et des richesses et les caisses de retraite en l'occurrence. On est dans des situations complexes où il faut inventer des choses. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tentatives aussi. Il y en a eu. Il y a eu Commercy. Moi, j'appartiens aussi à un groupe de gens qui réfléchissent sur la question de l'écologie populaire, où on a proposé, je veux dire, par exemple, il y a eu tout un travail sur le concept de biorégion qui a été mené par des Gilets jaunes. Comment est-ce qu'on réorganise un peu sur le modèle japonais l'économie française autour
d'une logique de production artisanale, mais qui fait sens dans des biorégions et qui permettrait à la fois de concilier des positions de petit entrepreneuriat avec justement des choses qui sont utiles et qui dessinent un projet de société, quoi. En fait, et c'est ce qui est aberrant, c'est-à-dire qu'en fait il y a des solutions qui existent dans la société française, mais on a l'impression que là la seule modalité d'organisation de la société française sur le plan économique, elle est dictée par une structure technocratique, c'est-à-dire par les grands groupes. Sur la question de l'énergie, il est très clair que actuellement, les grands groupes industriels veulent pas s'intéresser au low-tech, c'est pas rentable. Alors qu'en fait, ça débloquerait un certain nombre de choses. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent plus se chauffer en France. Peut-être qu'il y a des solutions à trouver hors circuit, hors réseaux nationaux, qui permettraient à ces gens effectivement d'avoir accès à l'électricité, quoi. Et donc peut-être que là aussi, il faut essayer de repenser les modèles. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le modèle démocratique que nous avions collectivement imaginé en France, je dis pas qu'il a fonctionné réellement, mais en tout cas, il y avait un imaginaire du modèle démocratique. Et l'imaginaire du modèle démocratique, c'est qu'effectivement, les citoyens, notamment par le suffrage universel, mais pas seulement, par le débat. Donc ce débat, c'est la controverse, le dissensus, le désaccord, ou le consensus. L'expression ou l'opinion ou la pensée du citoyen était prise en compte dans la manière dont le gouvernement dirigeait l'État. Voilà. Le problème que posent ces coalitions d'intérêts, et notamment les liens étroits actuellement entre les plus riches et le gouvernement, et le fait qu'au fond, cette réforme en est l'illustration parfaite, puisqu'elle ne les atteint absolument pas, c'est-à-dire pas un centime. Ces coalitions d'intérêts empêchent le débat démocratique. Et en fait, on pourrait en refaire l'histoire, parce que en venant dans ce studio ce matin, je réfléchissais à ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai grandi dans les années 80, donc plutôt sous l'ère Mitterrand. Et effectivement, la règle politique de l'ère Mitterrand, c'était un petit peu que la démocratie s'était réorganisée autour de l'idée du consensus, et que les décisions politiques étaient prises sur la base d'un consensus, donc d'un accord entre différentes parties qui constituait un espèce d'équilibre minimal et qui permettait de prendre une position. Ce modèle, en fait, a complètement volé en éclats avec la crise de novembre 2018, et notamment les positions qui ont été formulées par un certain nombre de gilets jaunes, par exemple, où on a vu apparaître des refus de consentement à l'impôt, publiquement exprimés. Donc ce refus du consentement à l'impôt, c'est effectivement le refus de participer et de contribuer à ce qui est la chose commune, donc le budget de l'État, qui fait l'objet d'une répartition équilibrée entre les différents citoyens. Et en fait, cette situation de dissensus, qui pourtant est nécessaire au débat démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat démocratique sans qu'il y ait de désaccords. Pour se mettre d'accord, il faut commencer par poser les désaccords. Mais là, en fait, on est dans une situation où le gouvernement laisse, et même les médias actuellement, dans le traitement de la réforme des retraites, laissent s'exprimer les désaccords, mais sans jamais chercher les points d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des positions qui sont figées, de désaccords qui sont exprimés sur deux visions fondamentalement opposées de la société, et il n'y a pas de débat. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de débat, il peut pas y avoir de solution. Et quand le gouvernement, effectivement, refuse d'ouvrir le dialogue sur cette réforme de retraite, ce qui passerait par un retrait préalable, il joue un jeu extrêmement dangereux, quoi. Il joue un jeu extrêmement dangereux parce qu'en fait, d'abord, ce sont tous les fondamentaux de la démocratie qui sont remis en cause. Et le fondamental, c'est le débat. Et surtout, en fait, il exprime
l'idée, implicitement, que au fond, c'est sa position qui vaut, sa position qui représente une coalition d'intérêts, parce que, enfin, la complexité, je vais essayer de raffiner un petit peu, mais quand je dis l'État est aux mains de coalitions d'intérêts, en réalité, là, il est aux mains de coalitions d'intérêts qui sont celles des super riches et de gens qui ont beaucoup d'argent. Mais on pourrait imaginer la situation inverse. On pourrait imaginer un gouvernement où ce sont les pauvres qui forment la coalition d'intérêts. D'accord ? Ça, c'est le jeu démocratique. Mais le jeu démocratique, il suppose aussi que ces coalitions d'intérêts se rencontrent et qu'elles discutent et qu'elles expriment leurs désaccords pour se mettre d'accord. Or, ce jeu-là, il n'est pas joué du tout par le gouvernement. Donc, effectivement, il y a une grosse inquiétude. Et donc, derrière la réforme des retraites, on voit aussi pointer des questions beaucoup plus larges, et en l'occurrence, celle de la démocratie, quoi. Ces positions de tension avec lesquelles joue le gouvernement sont extrêmement dangereuses, parce que d'abord, elles alimentent la possibilité du complotisme. Soyons très clairs. C'est-à-dire que tant qu'on n'ouvre pas, tant qu'on ne pose pas des lumières, tant qu'il n'y a pas de débat instruit, éclairé, d'accord, entre les différentes parties, il peut pas y avoir de solution et on peut surtout pas informer les Français de manière transparente. C'est-à-dire que grosso modo, ça se joue pas à coup de communication, comme on voit là dans les journaux tous les jours où le gouvernement a informé ses ministres de tels éléments de langage. C'est pas ça la démocratie, c'est pas des éléments de langage, c'est vraiment des débats sur le fond parce que ça engage la vie des gens. Et en fait, le point de rupture aujourd'hui entre la société française, y compris avec ses politiques, c'est qu'ils ont bien compris que leurs vies sont engagées. On revient à la question de la politique de la survie, et que en fait, ils sont toujours pas entendus dans la sphère politique, voire parfois dans la sphère syndicale. Je pense que dans la sphère syndicale, les choses ont vraiment changé, en particulier parce que les organisations syndicales ont été profondément jaunies, j'ai envie de dire. Il y avait énormément de gilets jaunes sans gilet et des syndicalistes. Moi, j'ai des copains sur des amis sur le groupe de Beauvais qui sont syndicalistes ou dans des organisations politiques et qui avaient remis leur gilet jaune parce que en même temps, justement, l'expérience de 2018, c'est une expérience on n'est plus dans une situation de défiance permanente par rapport aux organisations syndicales ou politiques ou par rapport au gouvernement, mais c'est une volonté aussi d'être indépendant. Voilà. Dans une situation où les choses sont aussi éclatées, on peut pas s'amuser à jouer le jeu d'une démocratie débridée, quoi. Il faut que les règles du jeu soient claires. Et pour le moment, elles le sont plus du tout. Parce que effectivement, il n'y a plus aucun dialogue entre le sommet de l'État, les oppositions, de surcroît les forces syndicales. Alors parlons pas du reste des gens qui, comme moi, sont pas syndiqués ou ça m'empêche pas d'être proche de forces syndicales, mais en tout cas je le suis pas. Et qui donc sont totalement dans le dernier cercle de décision, quoi. Je pense que là il y a un véritable enjeu et la réforme des retraites, elle exprime ça, quoi. En refusant d'avoir un débat sur la réforme des retraites éclairé sur les tenants et les aboutissants, mais qui est un débat en fait qui engage la société française. Enfin bon, il y a des forces de gauche, par exemple, aujourd'hui, qui demandent à ce qu'il y ait un référendum sur la question de la réforme des retraites. Un référendum, c'est un moment de débat dans l'ensemble de la société française. En fait, c'est pas un débat qui a lieu à l'Assemblée nationale. C'est un moment où pendant 3, 4, 6 mois, effectivement, c'est l'ensemble de la société qui, d'une certaine manière, s'arrête et prend le temps d'exposer ses divergences, ses vues, ses options futures sur la nécessité ou non d'une réforme et laquelle. Voilà. Donc on est dans une telle situation de crispation que, à la rigueur, effectivement, cette idée du référendum, si on la réfléchit sur le fond, elle n'est pas complètement idiote, parce que elle permettrait à chacun de s'exprimer et de se faire une opinion, quoi. Mais pour ça, il faut commencer par ouvrir les vannes ou en tout cas reposer sur la table
les termes du débat et de manière totalement transparente, quoi. Or, ça n'est pas le cas actuellement. Et c'est encore une fois pas avec des éléments de langage qu'on le fait. Tant qu'on fait pas ce travail, le complotisme, il est en partie, alors, il est dû à deux choses. Bon, je caricature, mais d'une part, à ce que certains auteurs appellent une espèce d'ignorance grandissante dans l'ensemble de la société française. C'est-à-dire que sur des questions qui étaient relativement centrales il y a 20 ans et où les gens avaient un espèce de petit corpus de savoir qu'ils avaient acquis à l'école, ils étaient capables de se construire une opinion. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toute une série d'éléments de savoir qui concernent l'ensemble de la société française et que les jeunes bacheliers n'ont pas, tout simplement. Et donc, il y a une espèce de... Bon, moi, je pense qu'il y a une forme d'ignorance qui nous guette dans la société française, mais j'irai pas jusqu'à dire que le peuple est ignorant. Attention. Je pense que les gens ont leur mode d'intelligibilité, leur mode de compréhension des choses. Mais ils font avec les répertoires d'informations qui sont disponibles dans leur environnement. Voilà. À partir du moment où, effectivement, ces répertoires d'informations, par exemple pour des gens comme ma génération, c'est en partie les réseaux sociaux, et qu'on sait très bien que les réseaux sociaux, ce sont des boucles fermées, comment voulez-vous que les gens s'informent de manière libre et transparente? Donc ça, en fait, ça forme d'une certaine manière une espèce d'ignorance passive, d'accord, qui fait que on peut pas s'ouvrir à l'extérieur du monde. Et cette question de l'ignorance, effectivement, doublée de celle de la désinformation et des fake news, qui prolifèrent, mais qui sont aussi liées à des forces politiques agissantes, c'est-à-dire que c'est des réseaux qui sont très financés, les fake news, hein, en particulier le trumpisme. Il est très clair qu'aujourd'hui, ça construit pas la structure élémentaire qui est nécessaire au débat démocratique. Je vais prendre un exemple proche de choses que j'ai connues, mais quand il y a eu ce fameux convoi de la liberté au Canada, on sait qu'il y a des millions de dollars qui sont passés et qui ont été envoyés par les forces trumpistes américaines vers le Canada. Et c'est ça qui a financé effectivement une partie du convoi de la liberté. Donc les transferts de fonds, ils sont là. Ils ont été traqués et on le voit dans un certain nombre d'opérations. De la même façon, le rôle de la Russie, de la Chine, qui sont aussi... On est là dans des forces qui effectivement sont aussi des forces de déstabilisation des États-nations. Voilà. Alors après, ça se traduit différemment et c'est décliné différemment selon les pays. Mais en tout cas, je pense que ce que je voulais surtout dire, c'est que les réseaux sociaux, en fait, par exemple les Facebook ou je ne sais quoi, ne sont pas des lieux d'information, parce qu'en fait, ils ne font circuler une information que dans des boucles qui sont fermées et qui n'intéressent que les gens qui ont demandé à avoir cette information. On n'est pas dans un débat consenti, éclairé, où effectivement il y a un dissensus qui est posé et qui permet de se mettre d'accord. C'est complètement différent de ce qu'est le modèle démocratique. Et donc on voit bien que je pense que le président de la République a encore beaucoup à apprendre, effectivement, de ce qu'est le fonctionnement d'un système démocratique, parce que pour le moment, il y a un certain nombre de choses, après 2 mandats, soit volontairement, soit involontairement, manifestement, qu'il a totalement mis de côté, quoi. Voilà. Et c'est pas faute de travaux, hein, parce que les travaux des universitaires sur ces questions-là, ils sont légion, j'en suis pas spécialiste, je fais que relayer des travaux de collègues, quoi.